Cela a commencé par des chiffres qui n'auraient jamais dû exister. Dans les années 1960, des essais agricoles en Grande-Bretagne ont enregistré des rendements si extrêmes que les scientifiques ont discrètement remis en question leurs propres mesures. 100 tonnes par acre, répétées année après année, sur une terre si épuisée que d'autres cultures échouaient complètement. Plus troublant encore était la manière dont cette plante se comportait après la récolte. Elle était coupée, non pas une ou deux fois, mais 5 fois en une seule saison de croissance, et chaque fois elle retrouvait sa taille maximale en seulement 4 semaines, comme si le sol lui-même lui nourrissait des secrets auxquels personne d'autre ne pouvait accéder. Aucun engrais n'était ajouté, aucun système d'irrigation n'était installé, et aucune replantation n'était nécessaire pendant 2 décennies. La plante continuait simplement à donner, ignorant toutes les règles que l'agriculture moderne prétendait être inviolables. Au début, les chercheurs ont supposé qu'il devait y avoir des intrants, cachés, ou des données manquantes. Rien en biologie n'était censé fonctionner ainsi. Les cultures exigeaient de l'azote, du phosphore, du potassium, de l'eau et une intervention humaine constante. Pourtant, voici une plante qui prospérait sans rien de tout cela, poussant là où la logique disait qu'elle devrait échouer. Les agriculteurs qui en ont été témoins avaient du mal à expliquer ce qu'ils voyaient, tandis que les institutions documentaient discrètement les résultats et passaient à autre chose. Ce que peu de gens réalisaient à l'époque, c'est que cette anomalie n'était pas seulement une curiosité botanique. C'était un défi direct à l'idée que la fertilité doit être achetée, contrôlée et vendue. Et ce défi rendrait finalement cette plante bien plus dangereuse que quiconque ne l'avait imaginé. Lorsque les scientifiques en laboratoire ont examiné la plante de plus près, les résultats sont devenus encore plus difficiles à ignorer. Ces feuilles, une fois coupées et placées dans le sol, ne se comportaient pas comme un engrais vert ordinaire. Alors que la plupart des plantes nécessitaient des semaines, voire des mois, pour se décomposer et libérer des nutriments, celle-ci semblait se dissoudre. En 48 heures, sa structure s'effondrait, ses tissus étant presque entièrement décomposés par les microbes du sol. Les nutriments qui restaient normalement enfermés dans les fibres végétales étaient libérés presque immédiatement, nourrissant le sol à une vitesse qui défiait tous les modèles de compostage établis. Les chercheurs ont documenté le processus à plusieurs reprises, chaque test confirmant la même conclusion troublante. Cette plante ne se contentait pas d'enrichir le sol, elle le transformait. L'histoire, il s'est avéré, connaissait déjà bien cette plante. Bien avant l'existence des laboratoires modernes, elle avait été cultivée à travers l'Europe comme une forme d'assurance contre les catastrophes. Dans l'Angleterre victorienne, elle était cultivée discrètement dans les jardins et les petites parcelles, non pas pour le profit, mais pour la survie. Pendant les périodes où les récoltes échouaient et où les pénuries alimentaires menaçaient, cette plante était utilisée pour restaurer rapidement les terres épuisées. Au milieu du XXe siècle, un homme est devenu obsédé par la découverte de tout son potentiel. En 1954, il a entrepris un effort de sélection systématique, collectant et cultivant 21 variétés distinctes, comparant les rendements, la teneur en nutriments et la vitesse de repousse. Son objectif n'était pas la reconnaissance scientifique ou le gain financier. Il cherchait la perfection, une plante qui pourrait nourrir le sol sans fin, sans rien demander en retour. Ce que lui et d'autres redécouvraient n'était pas une innovation, mais une sagesse oubliée. Cette plante avait discrètement soutenu l'agriculture pendant des siècles, transmise par la tradition plutôt que par l'industrie. Pourtant, à mesure que l'agriculture devenait de plus en plus dépendante des intrants chimiques et des chaînes d'approvisionnement centralisées, la connaissance de cette plante a commencé à s'estomper. Ce qui était autrefois une sauvegarde contre la faim a été lentement repoussé en marge, attendant que quelqu'un remarque à nouveau sa valeur. Et bientôt, quelqu'un le ferait, pour des raisons bien plus profondes que la science. Le tournant de cette histoire ne vint pas d'un laboratoire ou d'une université, mais d'un moment de tragédie humaine. En 1845, l'Irlande fut frappée par l'une des pires famines de l'histoire moderne. Les récoltes de pommes de terre échouèrent, les systèmes alimentaires s'effondrèrent, et plus d'1 million de personnes moururent de faim, tandis que des millions d'autres furent forcés de fuir leur foyer. De l'autre côté de l'eau, dans l'Essex, vivait un pauvre Quaker nommé Henry Doubleday, un homme sans pouvoir pour arrêter la souffrance qu'il voyait se dérouler. Les images de la faim, de familles dépérissant par manque de nourriture, se gravèrent dans sa conscience et ne le quittèrent jamais. Il n'était pas scientifique de formation, ni riche propriétaire terrien.
Il était simplement un homme cherchant un moyen de s'assurer qu'une telle catastrophe ne se reproduirait plus jamais. Doubleday tenta de survivre grâce à de petites entreprises, essayant d'abord de fabriquer de l'amidon, puis se tournant vers la production de colle pour timbre-poste. Les deux entreprises échouèrent, le laissant ruiné, financièrement mais intellectuellement agité. Dans les années 1850, alors qu'il cherchait des sources alternatives de colle naturelle, il tomba sur des références à une plante longtemps associée à la guérison et à la résilience. Croyant qu'elle pouvait avoir une valeur industrielle inexploitée, il écrivit au chef jardinier du palais royal de Saint-Pétersbourg, demandant une variété russe spécifique de cette plante. Ce qui arriva n'était pas ce qu'il avait demandé. Au lieu de cela, le destin lui livra quelque chose de bien plus puissant que l'intention. Les plantes qu'il reçut étaient le résultat d'un croisement accidentel, un hybride portant une vitalité qu'aucun des parents ne possédait seul. Doubleday remarqua immédiatement que quelque chose était différent. Ces plantes poussaient plus vite, plus grandes et plus fortes que tout ce qu'il avait vu auparavant. Alors qu'il les testait dans ses champs, les rendements atteignirent des niveaux qui frôlaient l'incroyable. 100 tonnes par acre, encore et encore. À ce moment-là, son objectif changea complètement. La colle n'avait plus d'importance. Le profit n'avait plus d'importance. Ce qui importait, c'était d'empêcher la famine. Doubleday consacra les 30 années restantes de sa vie à l'étude de cette plante, convaincu qu'elle pouvait nourrir le sol, les animaux, et en fin de compte, les habitants d'un monde affamé. Il mourut à 92 ans, toujours pauvre, toujours ignoré, mais inébranlable dans sa conviction que la nature avait déjà fourni ce que l'humanité cherchait désespérément. Ce qui arriva ensuite ne fut pas le triomphe que Doubleday avait imaginé, mais une perte silencieuse et dévastatrice. Après sa mort, la plante qui avait consumé sa vie fut laissée sans son gardien. Sa famille, inconsciente de la valeur de ce qu'il avait passé des décennies à créer, brûla toutes ses notes de recherche. 30 ans de registres méticuleux disparurent en un seul acte. Données de rendement, méthodes de culture, essais d'alimentation, résultats de régénération des sols, tout fut réduit en cendres. L'étendue complète de ce que Doubleday avait découvert fut effacée avant que le monde ne puisse le comprendre. Sans preuve écrite, ses réalisations s'estompèrent en rumeurs, puis dans l'obscurité. L'homme qui avait produit 100 tonnes par acre en n'utilisant rien d'autre que de la patience et une bêche fut oublié. À mesure que le XIXe siècle cédait la place au XXe, l'agriculture elle-même commença à changer. Les fermes s'agrandirent, les machines remplacèrent les mains et les solutions chimiques promirent rapidité, uniformité et contrôle. Les plantes vivaces qui se régénéraient année après année ne correspondaient plus au nouveau modèle industriel. Elles étaient trop lentes à monétiser et trop indépendantes à gérer. La plante que Doubleday avait défendue sombra davantage dans l'insignifiance, cultivée seulement par quelques traditionalistes, tandis que le monde entier passait à autre chose. Les champs autrefois riches en diversité biologique devinrent dépendants des usines, du carburant et des nutriments importés. Le souvenir d'une plante qui pouvait nourrir le sol gratuitement ne correspondait plus à la direction que le progrès prétendait prendre. Pendant des décennies, cet effacement silencieux a continué. La plante n'a pas été interdite, critiquée ou réfutée. Elle a simplement été ignorée. Pourtant, les chiffres n'ont jamais changé. Partout où elle était cultivée, les rendements restaient extraordinaires. Partout où elle était coupée, elle revenait plus forte qu'avant. Sa disparition n'avait rien à voir avec un échec et tout à voir avec le timing. Le monde n'était pas prêt pour une solution qui ne demandait rien en retour, mais l'histoire a une façon de refaire surface des idées inachevées. Et au milieu du XXe siècle, un jeune horticulteur allait tomber sur l'héritage oublié de Doubleday et décider que cette histoire n'était pas destinée à finir en cendres. En 1948, un jeune horticulteur nommé Lawrence Hills tomba sur une brève référence à Henry Doubleday et à l'étrange plante à laquelle il avait consacré sa vie. Ce qui commença comme une curiosité se transforma rapidement en obsession. Hills était troublé par la facilité avec laquelle tout un corpus de connaissances pouvait disparaître, non pas parce qu'il était erroné, mais parce qu'il ne correspondait pas à la direction que l'agriculture avait choisie. Déterminé à récupérer ce qui avait été perdu, il entreprit de reconstruire le travail de Doubleday de A à Z. Il fonda la Henry Doubleday Research Association et commença à collecter toutes les souches connues de la plante qu'il pouvait trouver à travers la Grande-Bretagne.
Son objectif était simple mais exigeant, les cultiver côte à côte, tout mesurer, et laisser les preuves parler là où l'histoire avait été réduite au silence. Au cours des années suivantes, Hills cultiva 21 variétés différentes dans des conditions identiques. Il enregistra les taux de croissance, les profils nutritionnels, la vitesse de repousse, la résistance aux maladies et les rendements après rendement. Là où les notes de Doubleday avaient été détruites par le feu, Hills les remplaça par des données. Lentement, une variété commença à se distinguer des autres. Elle surpassait toutes les autres souches dans toutes les catégories significatives. Elle poussait plus vite, se coupait plus proprement, résistait aux maladies, et surtout, elle produisait une densité nutritionnelle extraordinaire sans se propager agressivement. Cette variété devint connue sous le nom de Bocking 14. Contrairement à d'autres formes, elle était stérile, ce qui signifiait qu'elle ne pouvait pas se semer de manière incontrôlable. Elle restait exactement là où elle était plantée, offrant l'abondance sans invasion. Alors Hills prit une décision qui sema la confusion et l'alarme chez beaucoup de ceux qui l'entouraient. Il refusa de breveter le Bocking 14. Au lieu de le vendre, il le donna. Quiconque lui écrivait recevait des boutures de racines par la poste, gratuitement. Les jardiniers en Angleterre, les agriculteurs en Afrique et les cultivateurs expérimentaux en Amérique reçurent tous le même cadeau. Au moment où Hills prit sa retraite, le Bocking 14 poussait sur 6 continents. Il se propageait non pas par les marchés ou les corporations, mais par la confiance. Et cette générosité allait bientôt révéler pourquoi cette plante représentait une menace bien plus grande que quiconque ne l'avait anticipé. Alors que le Bocking 14 se répandait discrètement à travers les continents, les analyses de laboratoire commencèrent à expliquer pourquoi il ébranlait tant de suppositions sur la fertilité du sol. Les feuilles fraîches de la plante contenaient des concentrations minérales qui dépassaient les intrants organiques traditionnels. Ces niveaux de potassium à eux seuls étaient plus de 4 fois supérieurs à ceux trouvés dans le fumier de ferme, un engrais de référence utilisé depuis des générations. Pourtant, les nutriments n'étaient qu'une partie de l'histoire. Ce qui distinguait vraiment la plante était la rapidité avec laquelle ces nutriments devenaient disponibles. La plupart des engrais verts, comme la luzerne, le trèfle ou l'herbe, nécessitaient des semaines de compostage avant de se décomposer. Cette plante avait besoin de moins de 2 jours. Les microbes consommaient ces feuilles à faible teneur en fibres à une vitesse remarquable, libérant les nutriments presque immédiatement dans le sol. Les tas de compost traités avec ces feuilles se comportaient différemment. Les températures montaient en quelques heures. Un humus noir et fertile se formait, tandis que d'autres matières végétales restaient largement intactes. Les agriculteurs et jardiniers qui l'expérimentaient ont remarqué que des sols stagnants reprenaient vie apparemment du jour au lendemain. L'explication résidait loin sous la surface. Alors que les cultures ordinaires envoyaient leurs racines à quelques pieds de profondeur, cette plante forait profondément dans la terre, atteignant des profondeurs allant jusqu'à 10 pieds. Là, elle accédait à des réserves minérales inexploitées par l'agriculture conventionnelle. Potassium, calcium, phosphore, tous étaient aspirés vers le haut et concentrés dans les feuilles. Chaque récolte n'était pas un épuisement mais un transfert, remontant la fertilité profonde de la terre à la surface où d'autres plantes pouvaient l'utiliser. Couper la plante n'était pas un acte de suppression mais de circulation. Chaque coupe déclenchait une repousse et chaque repousse répétait le cycle. 5 récoltes par saison devinrent routinières, chacune produisant une biomasse massive, sans irrigation ni support chimique. Une fois établie, la plante accédait aux nappes phréatiques profondes, survivant aux sécheresses qui détruisaient les cultures environnantes. Les ravageurs l'ignoraient, les maladies la touchaient rarement, et contrairement aux engrais annuels qui exigeaient un achat constant, ce système ne demandait que du temps. Planter une fois, récolter pendant 20 ans, fertilité cultivée, non achetée. Et dans un monde bâti sur les ventes récurrentes et la dépendance, cette idée était plus disruptive que n'importe quelle statistique. Au début du XXe siècle, l'agriculture était confrontée à un autre type de crise. Les sources naturelles de fertilité s'épuisaient, les dépôts de guano étaient presque épuisés, les sols se dégradaient, et les scientifiques avertissaient qu'une famine mondiale était inévitable. La solution ne vint pas des plantes, mais des usines. Des chimistes allemands ont développé un procédé pour synthétiser l'ammoniac à partir de l'azote de l'air, une percée qui serait plus tard connue
comme le fondement de la production moderne d'engrais. Cela a sauvé des millions de vies, mais cela a eu un coût caché. L'agriculture est devenue liée de manière permanente aux combustibles fossiles. La fertilité n'était plus quelque chose cultivé dans les champs. Elle était fabriquée en utilisant de vastes quantités de gaz naturel, expédiés dans le monde entier et revendus aux agriculteurs chaque année. Ce système a remodelé le monde. Aujourd'hui, les engrais synthétiques nourrissent près de la moitié de la population mondiale. Mais ils génèrent également d'énormes émissions de carbone et nécessitent une consommation continue. L'industrie mondiale des engrais représente plus de 200 milliards de dollars par an, entièrement bâtie sur la répétition. Les agriculteurs doivent acheter de l'azote, du phosphore et du potassium, saison après saison. Dès qu'ils s'arrêtent, les rendements s'effondrent. La dépendance est devenue le modèle économique. Et c'était précisément le problème. Parce qu'une plante sapait discrètement toute la structure. Elle offrait la permanence là où le système exigeait le renouvellement. Elle offrait l'indépendance là où le système exigeait la dépendance. La consoude ne s'intégrait pas dans cette économie. Vous la plantiez une fois et la récoltiez pendant des décennies. Vous n'aviez pas besoin d'irrigation, de pesticides ou d'intrants chimiques. Vous n'aviez pas besoin d'achats annuels. Elle produisait de la fertilité à l'infini, hors de tout contrôle commercial. Si l'approche d'Henry Doubleday avait été largement adoptée, l'industrie des engrais n'aurait peut-être jamais pris pied. Si les jardiniers du milieu du XXe siècle avaient planté massivement du Bocking 14, les ventes d'engrais commerciaux se seraient effondrées. L'industrie a instinctivement compris cette menace, et lorsqu'une opportunité est apparue de retirer la plante de la conscience publique sans affronter ouvertement sa valeur agricole, le moment n'aurait pas pu être plus opportun. Cette opportunité arriva en 2001, enveloppée d'un langage qui sonnait comme la sécurité publique. Le 6 juillet de cette année-là, la FDA a émis un avertissement conseillant aux fabricants de retirer les compléments alimentaires à base de consoude du marché. L'inquiétude elle-même était légitime. Les racines de consoude contiennent des alcaloïdes pyrrolizidiniques, des composés qui peuvent causer des dommages hépatiques s'ils sont consommés en grande quantité sur de longues périodes. Les pilules, thés et gélules destinés à l'ingestion ont été jugés dangereux et l'avertissement s'appliquait spécifiquement à l'usage interne. Mais le message ne s'est pas arrêté là. Les titres ont supprimé toute nuance. Le mot toxique a voyagé plus vite que l'explication et la peur a remplacé la compréhension. Les jardineries ont réagi immédiatement. Voyant l'association avec les dommages hépatiques, beaucoup ont complètement cessé de stocker la consoude. Les pépinières ont refusé de la proposer. Les fournisseurs ne voulaient pas prendre le risque de controverse ou de responsabilité. Le public n'a entendu que des fragments de l'histoire et a comblé les lacunes par lui-même. Ils ont supposé que la plante était dangereuse à cultiver, dangereuse à toucher, dangereuse à avoir près de chez eux. Presque personne n'a expliqué que l'utilisation de la consoude comme engrais ne présentait aucun risque pour l'homme. Personne n'a précisé que les microbes du sol décomposent rapidement les alcaloïdes lors de la décomposition. Personne n'a séparé l'abus médicinal de l'application agricole. La distinction a été perdue, et avec elle, la présence de la plante dans le jardinage courant. En 5 ans, la consoude avait effectivement disparu de la conscience publique aux États-Unis. Une plante qui avait été promue pendant des décennies par Lawrence Hills a disparu presque du jour au lendemain. Le timing a soulevé des questions que peu de gens ont posées. En 2001, les prix du gaz naturel augmentaient. Les entreprises d'engrais se regroupaient en d'énormes entités mondiales. Leur activité dépendait du fait que les agriculteurs restent dépendants. Et soudain, la seule plante qui offrait une fertilité permanente, sans achat, fut discrètement retirée des rayons, non par une interdiction directe, mais par la confusion. L'effacement fut subtil, efficace et complet. Pourtant, sous la surface, rien concernant la plante elle-même n'avait changé. Malgré sa disparition des magasins et des catalogues, la plante elle-même n'a jamais failli. Ses performances sont restées exactement les mêmes qu'auparavant. Le Bocking 14 a continué à produire 100 tonnes par acre année après année. Ses feuilles se décomposaient toujours en 48 heures. Sa teneur en potassium est restée supérieure à 7%. Une fois établie, elle tolérait le froid extrême, survivant à des températures bien en dessous de zéro, endurait la sécheresse en puisant l'eau en profondeur, et prospérait sur des terres considérées comme marginales ou épuisées. Parce qu'elle était stérile, elle ne s'est jamais propagée au-delà de son lieu de plantation. Elle attendait patiemment, offrant une abondance contrôlée à quiconque comprenait comment l'utiliser.
Coupée à 60 cm de hauteur, elle revenait en 4 semaines. 5 récoltes par saison, 20 tonnes par récolte, 20 ans de fertilité à partir d'une seule plantation. Les chiffres n'ont jamais changé. Ce qui a changé, c'est la conscience. De 1845 à 2001, 3 forces ont agi discrètement contre cette plante. Le temps a effacé la recherche de Henry Doubleday. L'agriculture industrielle a effacé le besoin d'indépendance pérenne. La confusion réglementaire l'a retiré de l'accès public. Pourtant, aucune de ces forces n'a altéré la vérité. La fertilité n'a pas besoin d'être achetée. Elle peut être cultivée. Le système agricole moderne dépend de l'oubli de ce fait. Les entreprises d'engrais profitent de la dépendance annuelle. Les entreprises énergétiques profitent quand la nourriture dépend du carburant. Toute cette structure s'effondre si les gens se souviennent que des racines profondes peuvent remplacer des chaînes d'approvisionnement profondes. Lawrence Hill l'a compris. C'est pourquoi il a donné le Booking 14. Il savait qu'il ne pourrait pas survivre s'il était centralisé, breveté ou contrôlé. Aujourd'hui, il existe toujours, transmis discrètement de jardinier en jardinier, de bouture en bouture, comme un savoir clandestin. Ceux qui le cultivent comprennent quelque chose de fondamental. L'abondance ne vient pas des sacs, elle vient de la confiance dans des systèmes naturels qui se renouvellent. La consoude n'est pas éteinte, elle est souterraine, à la fois littéralement et métaphoriquement. Elle attend le moment où la dépendance deviendra trop chère, où la foi dans les systèmes faiblira, et où les gens commenceront à poser des questions plus profondes sur la provenance de la véritable sécurité. Maintenant, la question n'est plus de savoir si la plante fonctionne. La question est de savoir si vous croyez que les solutions à nos plus grands problèmes pourraient déjà exister, cachées à la vue de tous. Croyez-vous que la nature peut pourvoir sans contrôle, sans propriété, sans profit? Ou croyez-vous que la sécurité doit toujours être achetée? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Réfléchissez particulièrement au rôle de la foi dans votre vie, la foi dans les systèmes, la foi dans la nature,